Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à une nouvelle croisée des mots. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. Cette croisée des mots qui est toute virtuelle, bien sûr, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, on ne peut pas tenir ces réunions mensuelles à la Nouvelle-Scène, dans le bistrot Marcille-Lavallée de la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins, comme c'était prévu à l'origine. C'est la raison pour laquelle l'AAOF et la Bibliothèque publique d'Ottawa ont décidé de tenir ces réunions, comme vous voyez, par l'entremise du logiciel Zoom. Et c'est la raison pour laquelle je m'invite dans votre salon, dans votre bureau, enfin, où que vous soyez, avec quelque appareil que ce soit, avec vous ce soir pour vous présenter et interviewer l'auteur Véronique Sylvain, qu'on va présenter dans quelques instants. Mais avant toute chose, comme je vous disais, la Croisée des mots, c'est une initiative conjointe de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français et aussi de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Et sur ce, j'aimerais céder la parole à la vice-présidente du conseil d'administration de la BPO, Mme Cathy Fisher. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette séance virtuelle de la Croisée des mots. Je salue la précieuse collaboration de nos partenaires, comme l'a mentionné Hugues, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, la Bibliothèque et Archives du Canada et la Nouvelle-Scène. Je tiens également à souligner que le 22 avril, c'est le mois de la Journée de la Terre et celle du cinéma canadien. De nombreuses activités sont organisées à cet effet. Alors, je vous encourage donc à consulter notre site web pour en savoir davantage. Avril est le mois national de la poésie et c'est une chance inouïe d'avoir avec nous ce soir la poétesse Véronique Sylvain, qui a publié son tout premier recueil de poésie. J'espère que la poésie qui a cette faculté de rejoindre les cœurs saura vous procurer la paix et le réconfort si nécessaire en ce temps difficile. Alors, je termine en vous invitant à notre soirée slam en direct ce vendredi, le 24 avril à 19h. Alors, c'est à ne pas manquer. Alors, visitez le site web de la bibliothèque pour en connaître des détails. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à François. Est-ce que ça se peut, Yves? Est-ce que François est avec nous? Non, François n'est pas avec nous, alors je vais prendre la parole. D'accord, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est vraiment un plaisir, comme le disait Cathy, de vous accueillir à cette rencontre, à cette croisée littéraire en compagnie de Véronique Sylvain. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Si vous permettez, je vais prendre quelques instants pour nommer nos bailleurs de fonds qui sont le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, la Ville d'Ottawa, le Patrimoine canadien, la Fondation franco-ontarienne. Alors, on remercie nos bailleurs de fonds, nos partenaires pour la soirée de ce soir, Bibliothèque et Archives du Canada, Rogers Télévision, la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins et Unique FM. Quelques petites indications. Alors, pour celles et ceux qui voudront, lors de la période de questions, poser des questions, il y a deux façons. Alors, vous pourrez voir dans le bas de votre écran, vous avez la possibilité de lever la main à l'option Raise Hand. À ce moment-là, vous pourrez poser une question oralement. Je vais débloquer votre micro et vous pourrez poser votre question oralement. Sinon, vous pouvez utiliser l'option Q&A, Question and Answer, questions et réponses, et qui s'affiche dans le bas de votre écran, et Hugues va transmettre votre question à Véronique. Alors, pour celles et ceux qui se joignent à une croisée des mots pour la première fois, je tiens à vous souligner que on utilise l'option webinaire de Zoom. Alors, vous ne verrez que les deux personnes qui seront en discussion, à savoir Véronique et Hugues Baudouin-Dumouchel, et non pas l'ensemble des participants ou des spectateurs virtuels, si on veut, comme on a l'habitude de le faire avec une réunion Zoom plus conventionnelle. Je tiens à mentionner également qu'à la fin de l'entretien, il y aura une période de questions qui sera suivie juste avant de nous quitter d'un court sondage de 3 questions à répondre. Ceci pour nous aider à préparer les prochaines rencontres et à mieux vous servir à titre d'auditeur. Alors voilà, nous voici maintenant rendus au moment de présenter de façon plus officielle notre poète de ce soir. Alors, elle est originaire du nord de l'Ontario
Véronique Sylvain habite à Ottawa où elle a complété une maîtrise portant sur les représentations du Nord dans la poésie franco-ontarienne. Ses poèmes ont paru dans les revues À ciel ouvert et Ancrage, ainsi que dans le recueil collectif Poèmes de la Résistance, publié chez Prise de Parole sous la direction d'André Lasselle en 2019. Véronique Sylvain se consacre à différents projets artistiques, dont l'écriture de chansons, et occupe le poste de responsable de la promotion et des communications aux éditions David. Premier quart, son tout premier recueil de poésie publié aux éditions Prise de Parole, a été publié en 2019. Alors sur ce, ça me fait plaisir de vous présenter et de laisser la parole à Véronique Sylvain pour qu'elle nous fasse la lecture d'un extrait de son recueil. À toi, Véronique. Merci beaucoup, Yves. Merci à tous d'être là, tous et à toutes d'être là. Je ne peux pas vous voir, mais je sens votre présence quand même. Récemment, j'ai une amie, une collègue qui a pris le temps de son confinement pour lire mon recueil. Et récemment, bon, justement, hier, elle en parlait. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une section de mon recueil qu'elle a reprise, puis elle se dit, il me semble que ça correspond un peu avec l'ambiance dans laquelle on vit. Donc, le titre de cette section, c'est « De mes printemps rares » et j'aimerais peut-être commencer par cette section pour vous lire des extraits. « De mes printemps rares ». Une volée d'outarde se pointe à l'horizon. La première lettre de mon prénom traverse le ciel. Le nord soupire, l'hiver s'installe. Au loin, dans le froid, un point bleu microscopique, au centre d'un immense tableau blanc. Une maison mobile emprisonnée, impossible de rouleter son cœur ailleurs. Une maison solitaire entourée de conifères endormis, impossible de les réveiller, impossible de ne pas tomber sous le charme. Une porte glacée, une porte enneigée, impossible de s'échapper de cet univers de blanc. En ce début d'année, l'espace d'un souvenir craque sous zéro. Les gens font la guerre à leur parterre couvert de neige pendant que je pelte les mots des draps blancs de mon lit. Et j'entends encore mes ancêtres se moquer de moi, de mes tempêtes et de mes printemps rares. À 50 sous zéro, mes grands-pères rient dans leurs rides devant mon petit calvaire de moins 20 degrés Celsius. Souviens-toi, ma petite fille, t'es pas née pour un petit pain, disait grand-maman en tournant la pâte. J'ai encore des croûtes dans la gorge. À Ottawa, dans l'ombre d'un banc de neige, il se moque de moi, se moque de nous. Le vent hivernal qui souffle sur mon visage est aussi vipère que les allures cimetières d'un monument de la francophonie à Sudbury. La neige ne tombe plus chez moi. Elle pleure devant mes yeux qui la dépaysent. Un peu de neige, de sa lucidité, de sa pureté pour mes yeux. Une pincée de sa douceur pour mieux ouvrir la douleur de mes pores. L'immensité de sa blancheur pour apaiser mon âme. Donc ça, c'était des extraits de la section de mes printemps rares. Et j'aimerais aussi lire des textes de la section Un poème à temps. Parce que justement, demain, ça va faire 3 ans que Michel Dallaire, qui est un ami poète à moi, que j'ai rencontré alors que j'habitais à Sudbury. Et lorsque je suis déménagée à Ottawa, on continuait à se parler via courriel, Facebook. Et quand je retournais à Sudbury, on allait manger ensemble, déjeuner. Et Michel m'a beaucoup aidé, a été un mentor pour moi, spécialement pour ce premier recueil.
Et il y a une partie de la section, un poème à temps que je dédie à Michel Dallaire, qui est décédé, demain ça va faire 3 ans qu'il est décédé. Donc j'aimerais lui dédier la suite des poèmes. À Michel Dallaire. Cette nuit, la vie dégoûte de Sudbury. Le crayon s'enfuit de ma main. Sa mine refuse de coopérer. Des larmes furtives me suivent dans mon sommeil. Dans la nuit, un poème attend. Au matin, j'apprends qu'il n'y aura plus personne pour pelleter des nuages, hiver comme été, à Sudbury. Les mégots de cigarettes trouvent refuge dans les tranchées des trottoirs. Chuchote des poèmes au cendrillon, chuchote des poèmes au cendrier de la petite maison de la rue Adélaïde. Souffle des mots aux passants de la rue Patterson. Dimanche après-midi, relire mon poème préféré de toi, essayer de tourner la page. J'ai un cratère sur la cheville qui ramène toujours mes pieds vers Sudbury. Une plaie douloureuse qui ne guérira jamais. Je prends de grandes bouffées de ma dernière cigarette. Je sonde le ciel, avale ses étincelles. Des flammes crépitent dans ma gorge. Ça brûle au nord de moi. Un amas de métaux obscurs recouvre le côté droit de ma tête. J'en extrais mes idées, les rends malléables, les fais fondre avec le réel. Alors que le printemps se racle la gorge, je recolle les mots à la sueur de mes doigts. Je suis un maçon qui pose la pierre pour bâtir un abri. Et un dernier poème ici. Au Sudbury Transit, la machine à monnaie est toujours hors service. Out of order, patché, en cours de réparation. J'essaie quand même d'y échanger mon cœur contre un poème. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Alors, on l'a dit, tu es originaire du nord de l'Ontario. Ça paraît dans les pages que tu as lues, ça paraît dans la plupart des pages, en fait, je dirais, de Premier Quart. Donc, ton premier recueil, je le rappelle, publié aux éditions Prise de parole. D'ailleurs, à la page 26, tu demandes, suis-je dans le vrai Nord? Et puis, ma première question pour toi, Véronique, c'est justement, c'est quoi le vrai Nord pour toi? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? C'est intéressant parce que, bon, comme tu dis, je viens du nord-est de l'Ontario. Puis, Sudbury, on y allait quand j'étais plus jeune, lors de voyages, par exemple. Donc, je connaissais très peu de choses de Sudbury, en fait. Puis pour moi, Sudbury, c'était pas vraiment dans le nord. C'était quand même entre Kapuskasing et Sudbury, il y a quand même 5 heures. C'est un peu le moyen nord. Et même quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'avais été, je sais pas, c'était une rencontre de la FESFO des Juifs franco-ontariens. Puis il y a des gens qui venaient de Sudbury, puis là, ils m'ont dit, on est dans le nord comme vous. Puis là, je leur ai dit, moi, quand j'avais l'impression que Sudbury, c'était dans le sud pour moi, parce qu'il y a sud dans Sudbury, en tout cas. Donc là, après, je me suis rendu compte que le nord, c'est immense. Il y a le nord, ça s'appelle jusqu'à Moosonee, le nord-est de l'Ontario, le nord-ouest, Thunder Bay, puis tous ces environs. Donc, c'est ça, ma définition du Nord, a vraiment changé au fil de mes voyages. Puis, à Kapuskasing, vu que j'ai habité là 18 ans, dans ma tête, ce que je connaissais vraiment du Nord, c'était le nord-est de l'Ontario. Puis, à Sudbury, j'ai connu le Nouvel-Ontario, donc, qui est surtout, c'est la communauté artistique, culturelle, francophone de Sudbury, qui est vraiment un milieu à part du nord de l'Ontario. Et je me suis rendu compte que c'est ça, comme le Nord était beaucoup plus vaste que ma petite idée. C'est en sortant de chez soi qu'on se rend compte qu'on connaît très peu de choses de ce qui nous entoure. Donc, puis le Nord continue de m'habiter encore aujourd'hui. Ça fait déjà 12-13 ans que je suis à Ottawa. Puis c'est intéressant parce que j'arrive mieux à écrire sur le Nord alors que j'y suis pas. Donc, quand je retourne chez mes parents à Kapuskasing, mes parents ont une ferme entre Kapuskasing et Moonbeam.
Donc, on est vraiment en campagne dans la forêt. Puis je prends beaucoup de photos, je m'imprègne de ces paysages-là, de mes observations. Puis c'est seulement au moment où je suis de retour à Ottawa ou que je suis dans l'avion, dans l'autobus, que j'arrive à mieux écrire là-dessus. Donc, quand je suis dans le Nord, je ne dis pas que c'est impossible pour moi d'écrire là-dessus, mais c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'être à l'extérieur de l'espace du Nord pour écrire là-dessus. Tu as besoin de ce recul-là, dirais-tu? Ça fait partie de ta façon de créer qu'il faut que tu prennes un certain recul avant de coucher sur la page ce que tu ressens? Oui, je crois que oui. Puis je pense que c'est un peu comme Ottawa, étrangement, j'arrive quand même à écrire sur Ottawa en habitant ici. Mais sur Ottawa, mais c'est plutôt des personnes que je rencontre, situations cocasses, par exemple. J'habite à Vanier, puis là, je rencontre de façon quand même assez souvent des personnages colorés aussi. Mais... Il n'en manque pas à Vanier, apparemment. Non, il n'en manque pas. Mais donc, c'est ça, j'arrive quand même mieux à écrire là-dessus quand je suis à l'extérieur du Nord. Puis à Sudbury aussi, même quand j'étais à l'Université Laurentienne, je ne me rendais pas compte à quel point le paysage m'habitait. C'est en sortant vraiment du Nord que je me suis rendu compte que ça me manquait. Puis d'ailleurs, les premiers textes que j'ai écrits dans un séminaire en création littéraire, on dirait que je voulais juste écrire là-dessus. Il y a juste ça qui sortait. Puis finalement, je pense parce que je m'ennuyais d'où je venais. Tu as été à Sudbury pour les études, justement? Oui, j'ai fait mon bac en lettres françaises à l'Université Laurentienne. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert la culture franco-ontarienne au sens large. Je ne dis pas que je ne connaissais pas grand-chose de la culture franco-ontarienne à Kapuskasing, mais ça se limitait aux artistes que j'avais rencontrés au secondaire, aux jeux franco-ontariens, puis tout ça. Puis à Sudbury, j'ai découvert des poètes, l'œuvre des poètes franco-ontariens, des chansonniers aussi. Donc, c'est ça, ça a été un éveil culturel. On parle des années 70 comme un éveil culturel dans le nord de l'Ontario, à Sudbury. Mais pour moi, mon éveil culturel franco-ontarien s'est fait à Sudbury en quelle année? En 2004 environ. Et donc, le Nord, ça devient un des thèmes principaux du recueil. Est-ce que c'était voulu ou ça s'est imposé? Je pense que ça s'est imposé parce que il y a un texte justement que j'ai écrit, je crois que c'était les semaines suivant mon déménagement à Ottawa, parce que j'ai habité longtemps sur le campus à l'Université Laurentienne, qui est vraiment magnifique. Oui. Donc, je m'imprégnais beaucoup du paysage. J'allais faire du ski, on marchait comme dans les sentiers de nature. Puis j'ai habité, c'est ça, la dernière année à Sudbury, j'étais sur campus. Puis je voyais le lac Ramsey. Puis je me suis inspirée justement de cette dernière promenade que j'avais eue à Sudbury sur le campus avant de déménager à Ottawa. Et ouais, je crois que c'était des paysages qui m'habitaient encore. Puis je pense que j'arrivais peut-être pas... Une fois que je suis arrivée à Ottawa, j'avais besoin de combler ce manque, peut-être. Puis là, c'est par l'écriture un peu que j'ai comme retrouvé ça. Parce que quand j'étais à Sudbury, ou à Kapuskasing, j'étais vraiment dans le nord, donc je me disais, je côtoyais ces espaces géographiques, ces réalités. Mais en arrivant à Ottawa, je me suis dit, j'ai essayé de le comprendre davantage en éloignant. Donc c'est ça. Ça c'est un peu, je pense que le nord est venu seul, comme ça. Puis ça habite encore mon imaginaire, mais je dirais pas que je dis pas que je m'en détache, mais je pense qu'il occupe une place encore importante, mais je pense, je pense qu'il occupe encore une place importante dans mon écriture, mais c'est différent de quand je suis arrivée ici, parce que j'essaie de prendre ma place. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, s'il y avait un éventuel deuxième quart, là, s'il y avait une suite à premier quart, ou s'il y avait un autre recueil de poésie, tu penses que le Nord ferait moins partie, justement, de ce recueil-là. C'est comme ça avait fait le tour du Nord, en quelque sorte. Oui, un petit peu. Il y a des petits clins d'œil dans le deuxième, des clins d'œil au Nord, mais ça ne porte pas... C'est pas largement imprégné du Nord. Dans le deuxième, il y a un deuxième recueil en cours? Oui. Ah. Oui, c'est intéressant parce que ce deuxième recueil, je travaillais là-dessus au moment où je terminais mon premier quart, mon premier livre. Puis c'est ça, c'est des images qui sont... C'est quand on parle d'où on vient, de l'espace géographique dans lequel on a habité, il y a forcément des souvenirs qui nous reviennent.
Donc, c'est ça, il y a des choses qui sont revenues. Puis, bon, ça parle beaucoup d'enfance dans le deuxième, mais pas nécessairement l'enfance dans le Nord. Donc, c'est ça. Bon, on y retournera tout à l'heure à ce qui s'en vient pour toi, mais j'aimerais ça retourner à premier quart pour l'instant parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est que ça commençait. On a parlé en fait de ton bac qui était à l'Université Laurentienne, mais tu es venu à Ottawa ensuite pour les études aussi? Oui, c'est ça, j'ai fait 4 ans à l'Université Laurentienne en lettres françaises. Et je suis arrivée à Ottawa pour faire ma maîtrise en lettres françaises. Puis je voulais la faire en création littéraire au départ. Et j'avais déjà rencontré justement Lucia de Robert Guillergeau avant même de m'inscrire. Puis ils m'ont convaincue vraiment à venir faire mes études à l'Université d'Ottawa en lettres françaises. Puis ouais, mon but, c'était au départ, je voulais faire peut-être l'écriture de textes de chansons, textes de poésie. Je n'étais pas trop certaine. Parce que tu avais déjà fait d'écriture de textes de chansons déjà. Oui, mais là, j'ai plus beaucoup de temps à m'y consacrer, là, mais oui, à un moment donné, j'écrivais beaucoup de textes de chansons que j'ai soumis à des concours, puis j'ai remporté quelques prix aussi, mais donc, je dirais que c'est plutôt la poésie en ce moment qui m'habite. Il y a quand même la musicalité dans des textes de poésie aussi, mais donc c'est ça, je suis venue à l'Université d'Ottawa pour faire ma maîtrise en lettres, puis je voulais au départ en création littéraire, puis quand j'ai suivi un séminaire de création littéraire avec Robert Guillergeau, qui était vraiment honnêtement le meilleur cours à la maîtrise que j'ai suivi, là. Puis Robert Guillergeau a été un mentor pour moi également. Mm-hmm. Tu lui dédies un poème d'ailleurs, si je me souviens bien. Oui. Et donc, c'est ça, Robert m'a beaucoup aidé à prendre confiance aussi. J'écrivais, puis là, je lui disais, souvent, il me disait, si tu veux, ce texte-là, tu peux me l'envoyer plus tard, je vais le lire par courriel. Puis je lui disais, j'avais toujours peur un peu, je me disais, j'écris pas comme les autres, parce que moi, ce que je connaissais de la poésie franco-ontarienne, puis de la poésie, quand même une grande, là, je suis une plus grande lectrice de poésie aujourd'hui, mais je me comparais beaucoup. Je pense que ça change avec le temps, on se compare encore un peu, mais je me comparais beaucoup. Je me dis, j'écris pas comme un tel. J'avais lu Tina Charlebois, que j'aime beaucoup, Robert Dexine, Patrice Desbiens. Puis Robert Guillergeau m'a dit, écoute, il ne suffit pas d'écrire comme les autres, il suffit de trouver sa voix, d'y faire confiance, puis c'est un peu plus facile de le dire que de le faire, là. Mais donc c'est ça, il m'a vraiment comme aidé à prendre confiance à mes mots, ma voix aussi. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à lire davantage sur le Nord, dans la poésie en général ou dans la littérature québécoise aussi, puis littérature franco-ontarienne. Puis je me suis rendu compte que j'avais, l'un n'exclut pas l'autre, mais j'avais un penchant pour la recherche. Puis j'ai décidé plutôt de faire ma thèse de maîtrise en recherche plutôt qu'en création littéraire. Mais ça porte quand même sur le Nord, dans la poésie, mais pas dans la mienne. Qu'est-ce que tu as appris dans le cadre de tes recherches qui t'a servi ensuite dans l'écriture? Parce que j'essaie de voir comment, justement, une maîtrise de recherche a mené à la publication d'un recueil. Je dirais qu'il y a beaucoup de textes que j'ai lus, de géographes sur le Nord. J'en ai lu aussi de poètes comme de Patrice Desbiens, Guy Lizotte, Pierre Albert. Et je me suis rendu compte que, moi, j'ai étudié la poésie entre autres, un recueil, Décalage de Patrice Desbiens et L'espace éclaté de Pierre Albert. Et dans L'espace éclaté, on se rend compte que c'est un Nord beaucoup plus rural, plus forestier aussi. Puis on parle beaucoup dans les années 70 ou même au début de la colonisation dans le Nord de l'Ontario. Alors que chez Desbiens, dans Décalage, il y a des petits clins d'œil aux réalités du nord de l'Ontario qui sont encore très près de l'industrie forestière. Mais Desbiens, c'est très urbain, son nord. Puis on parle beaucoup encore de l'enfance. Chez Pierre Albert, c'est le cas aussi, mais je dirais que c'est moins présent. Donc, c'est surtout forestier, plutôt qu'urbain. Les grands espaces, finalement, qu'on retrouve un petit peu dans ta poésie. Donc, comment tu as passé justement à l'écriture? Quand est-ce que tu t'es dit, moi, je vais non seulement faire de la recherche sur les poètes, mais je vais aussi, moi, y aller de ma contribution? Je pense qu'au départ, je me disais, parce que quand je voulais faire ma thèse de création littéraire, je me disais, je vais écrire un recueil, je sais qu'il va être inspiré du Nord, mais j'ai besoin, Robert Guillergeau me le disait aussi, il disait,
ben, pour écrire de la poésie, il faut encore, bon, l'écrire, oui, mais lire davantage de poètes. Puis j'avais l'impression que peut-être ma conception du Nord était encore très, je veux dire, limitée aussi. Puis j'ai voulu comme lire ce qui avait été écrit à ce sujet, lire différentes voix, oui. Puis, excuse-moi, est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. J'essaie juste de voir, comme je te dis, comment la recherche a mené à l'écriture, à la décision d'écrire de la poésie, puis ensuite aussi de le publier en recueil, parce que ça, plein de gens écrivent de la poésie sans jamais publier quoi que ce soit. Oui. Ben, je dirais que peut-être, quand je suis arrivée, c'est ça, j'avais une idée en tête, mais en lisant puis en faisant des recherches, ça m'a permis un peu, étrangement, de m'en détacher du sujet. Puis là, ça arrivait que je faisais des rêves, puis là, bon, il y avait des images de mon enfance ou de telles conversations que j'ai eues avec des membres de ma famille, par exemple. Ouais, donc, parce que là, au début, j'avais l'impression, quand je commençais en création littéraire, je pensais juste à ça. Je disais, OK, je dois pondre un texte là-dessus, nanana. Puis finalement, les textes qui sortaient, c'était pas, ben, je dis pas que c'était mauvais, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais. Alors, quand je me suis plutôt tournée vers la recherche, on dirait que je continuais à écrire, mais mon attention était moins focusée là-dessus. Donc, puis là, je me suis dit, ben, si je veux écrire un recueil, le département de lettres françaises, c'était un bon programme en création littéraire et recherche. Et je me disais, ben, je veux écrire un recueil, j'aurais peut-être plus le goût de travailler avec un éditeur plus tard pour travailler certains textes plutôt qu'un directeur de thèse puis avoir une note là-dessus puis qu'on m'évalue à la soutenance, par exemple. C'est intéressant. Je pensais, j'ai une question du public. Là. Il va y avoir une période de questions du public peut-être un petit peu plus formelle par après, mais la question qui m'est posée par Jean Boisjoli, je la trouve très pertinente à notre conversation. Bonjour Véronique, dit Jean. Pourquoi as-tu privilégié la poésie plutôt que le roman? Parce que tu as été en création littéraire, tu as voulu écrire sur le Nord, tu aurais pu décider finalement de le faire différemment, sous une autre forme. Donc, pourquoi la poésie plutôt que le roman? C'est une bonne question. Merci, Jean. Ben, je dirais que je suis peut-être un peu tombée dans la poésie avec la chanson. Je disais avant, j'avais un petit... Bon, regarde, j'espère, peut-être pendant le confinement, je vais recommencer à jouer plus souvent de la musique. Mais j'écrivais des chansons, puis je me rendais compte que c'était... Bon, des textes de chansons, on le voit avec Félix Leclerc, c'est inspiré, c'est de la poésie aussi. Donc, je suis un peu... Naturellement, je me suis tournée vers la poésie. Puis j'avoue peut-être que, je dis pas que j'ai pas envisagé un projet de roman, mais même parfois j'y pense, je me dis, je sais pas, c'est peut-être parce que j'aime le côté, je dis pas que la poésie est tout à fait aléatoire, faut quand même, bon, regarde, on retravaille les images, les vers et tout ça, mais j'aime le côté un peu que, certains textes ont un lien, mais c'est pas nécessairement, il n'y a pas un fil narratif, peut-être. Oui. C'est peut-être le film narratif, je me disais, j'avais un peu de la difficulté à le construire. Moi, j'ai comme le goût de le déconstruire, le film narratif. Il y en a quand même un peu dans mon recueil, mais je dirais pas que c'est comme qu'il y a une histoire. Oui. Donc, c'est ça, c'est peut-être le côté narratif du roman, puis bon... Puis oui, c'est comme... non, je pense que peut-être un jour, je vais me tourner vers le roman. Il faudrait peut-être que ce soit un sujet que j'aimerais approfondir davantage, plus détaillé, mais pour l'instant, je suis dans la poésie. Ouais. Mais je reste ouverte quand même à d'autres projets aussi. Bon, bonne question d'ailleurs, Jean, merci beaucoup. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as décidé la poésie. La poésie, ça te convient, mais tu as fait allusion au fait que tu ne voulais pas nécessairement avoir un projet de maîtrise avec une soutenance, tout ça, tu es évalué de cette façon-là, mais plutôt de travailler avec un éditeur, par exemple, un éventuel recueil de poèmes, ce qui s'est produit. Moi, la question, je l'ai posée à d'autres poètes que j'ai rencontrés au fil du temps, puis c'est toujours une question qui me fascine, c'est comment qu'on travaille de la poésie. Comment qu'on travaille un poème qui est, je veux dire, peut-être l'écriture la plus personnelle qui soit, avec quelqu'un d'autre qui peut tenter de comprendre, qui peut tenter de faire de la psychologie, mais qui ne peut pas ressentir exactement les mêmes choses que nous. Comment qu'on fait ça? C'est pas travailler un dialogue, là. Je dirais que ça a été un apprentissage pour moi aussi parce qu'au départ, déjà que, comme tu dis, c'est très personnel, des textes en poésie. Puis là, je me disais, comment je vais faire pour m'en détacher si jamais, comme elle veut que mon éditrice veut que je supprime telle image, que je la modifie. Et finalement, je pense qu'il faut que je mette un peu mon... je ne vais pas dire mon orgueil. Non, c'est pas orgueil. Ton ego? Mon ego, oui.
un peu de côté, puis je me dis, ben, OK, ben, je suis d'accord. Il y a certaines images qui avaient peut-être un sens qui était symbolique pour moi, évidemment, mais qui était très personnel, parce que, bon, ça me rappelait des souvenirs. Mais le travail qui s'est fait dans ce cas-ci, c'est, bon, au départ, j'avais des textes qui étaient un peu mélangés, puis je dois t'avouer que à un moment donné, je me suis un peu détournée du Nord, parce que là, j'écrivais un peu surtout, il y a des textes poétiques qui parlent d'Ottawa, des réalités, bon, à Vanier, dans le Marché-Bail aussi. Puis c'est des textes que j'aimais beaucoup. Au Tim Hortons. Au Tim Hortons, par exemple. Puis j'avais demandé à Luciotte d'en faire une première lecture. Puis au départ, Lucie, bon, c'était simplement pour donner ses commentaires aussi. Puis quand elle l'a lu, elle a dit, ben, il me semble qu'il manque un fil conducteur. Elle dit, le Nord, je vois que c'est très présent, mais il faudrait que tu travailles davantage là-dessus. Puis ce que j'ai fait, donc j'ai comme, tu sais, un peu sorti d'autres textes aussi par la suite qui sont plus liés au Nord. Et ensuite, bon, je l'ai soumis à mon éditeur qui aussi a fait des suggestions au niveau de l'ordre, mais aussi au niveau de certaines images qui devaient peut-être être un petit peu plus retravaillées au niveau du champ lexical, des sonorités aussi, par exemple. Mais je dirais que les premières semaines, ça a été un peu angoissant. Ben, je veux dire, j'ai adoré mon expérience avec prise de parole. Mais au départ, je me disais, je pense que j'ai un peu dit, je dis, il ne faut pas que je tombe un peu dans la tristesse. Oh non, je tenais beaucoup à cette image-là, je ne veux pas la retravailler. Mais en même temps, il y a des images auxquelles je tenais, puis après, j'écrivais. Mais moi, j'ai écrit ça comme ça parce que. Puis là, après, on arrivait à négocier là aussi, si on veut. Mais le travail, c'est vraiment fait très bien. J'ai adoré travailler avec Chloé Leduc-Bélanger. Et donc, c'est ça, c'était un travail d'échange aussi. Puis, à un moment donné, quand je travaillais là-dessus, j'ai comme mis de côté. Puis là, j'ai travaillé aussi avec Joanne Melançon avant Chloé Leduc-Bélanger. Et à un moment donné, je mettais ça de côté. Puis là, Joanne m'écrivait, elle dit, j'ai pas de nouvelles de toi. Est-ce que tu es en train de réfléchir? Ou, tu sais, ce que j'ai aimé, c'est qu'on m'a donné de la liberté aussi. Puis Joanne et puis Chloé étaient conscientes de ça, que si je dis, OK, on respectait les échéances, mais j'avais besoin aussi de liberté, d'espace, justement, pour en produire d'autres. Toi qui travailles dans le domaine de l'édition, ça a dû être drôle de te retrouver de l'autre côté. Oui, puis même, ça a été, je pense que peut-être que si j'étais pas en édition, regarde, on ne sait pas, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Peut-être que le recueil serait sorti avant parce que je lis tellement de choses qui se publient. Ça m'arrivait aussi à l'occasion de lire des manuscrits pour les éditions David au début, mais je lis tellement ce qui se publie, ce qu'on publie aussi chez David, je suis une très grande lectrice aussi. Donc, quand venait le temps d'écrire, je me disais, est-ce que c'est ma voix ou ça vient des autres? Donc, Puis en même temps, je veux dire, on ne peut pas se cacher que des influences, bon, moi je ne le cache pas, c'est un premier recueil, il y a des influences dans mes textes, entre autres à Patrice Desbiens, Robert Dexine aussi. Mais il y a Michel Dallaire, une fois, qui me disait que bon, les influences, c'est bon que ça soit présent dans les textes parce que ça montre qu'on lit. Donc, puis pour écrire davantage, il faut lire davantage aussi. Tu as parlé de Michel Dallaire, tu l'as mentionné justement quand tu faisais ta lecture un petit peu plus tôt. Tu as dit qu'il t'a aidé, si je me souviens bien. Je peux vérifier une mémoire, je pense que Daniel Groslo-Landry aussi a été bien aidé par Michel Dallaire. Pour ceux d'entre nous qui l'avons moins côtoyé, justement, quel a été son appui? Tu as dit qu'il t'a grandement aidé, mais plus précisément, quel a été son apport? Ben, Michel, ce qui est intéressant, c'est que Michel avait publié il me semble que c'est Pont brûlé aux éditions du Nordir, qui était dirigé par Robert Hiergeau, qui avait été mon directeur de thèse au départ de ma thèse de maîtrise. Puis donc, Michel, au début, ça a toujours été amical. Puis il me donnait aussi tu sais, je lui disais, il y a ce texte-là que j'ai écrit aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, il me disait parfois honnêtement, il dit, je pense que telle image devrait être retravaillée, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par ça. Donc, il était très honnête. Puis, c'était une personne extrêmement sensible aussi. Donc, jamais j'ai senti que s'il y avait un texte qui aimait moins que l'autre, qui trouve comme... Genre, jamais que j'ai senti qu'il me moquerait ou, tu sais, je le trouvais très respectueux. C'est ça. Puis, ça arrivait parfois qu'il me lançait... Mais justement, il y a un texte que j'ai écrit qui parle, bon, des ancêtres. J'entends mes ancêtres se moquer de moi.
Mais Oui. Michel, parfois, ça arrivait, bon, on s'est parlé à quelques reprises au téléphone, puis parfois, c'était par courriel, c'était parfois aléatoire. Là, une fois, il y avait une grosse tempête à Sudbury. Là, il disait, là, il dit, moi, il dit, quand je pète, là, il dit, j'ai comme un dialogue avec mes grands-pères, tout ça. J'ai dit, ouais, moi aussi, quand je marche, puis il y a une tempête, une fois, je faisais de la raquette chez mes parents, puis j'avais l'impression d'être en contact avec mes ancêtres. Puis, en tout cas, on trouvait ça bien drôle, là. Mais après, ça allait nourrir un texte. Donc, c'est ça, c'était des échanges comme ça qui ont nourri des textes. Puis aussi, il y a certains textes qu'il a relus, puis il m'a dit, ah, OK, ben, je comprends pas trop. Donc, il me faisait part de ses impressions. Puis il me fait des suggestions de lecture aussi. Il y a des recueils aussi de Michel que j'ai découvert, qu'il m'a envoyé. Il m'avait fait, je me souviens, j'étais au début de ma thèse de maîtrise, puis tu sais, c'était un peu, j'ai trouvé ça, c'était agréable la maîtrise, mais je trouvais ça très difficile. Il fallait être motivé. Certaines journées, on n'avait pas la motivation. Puis il m'avait envoyé par la poste des recueils de poésie pour m'inspirer ou pour me donner du courage. Donc, j'ai trouvé, il était très généreux, comme ça aussi, discret. Puis c'était pas une personne qui s'ouvrait à tout le monde aussi. Donc, c'était quelqu'un comme très réservé, mais en même temps très généreux aussi, puis aussi très ouvert. Donc, je dirais c'est ça. Il m'a aussi, comme Robert Hiergeau, un peu donné l'impression que oui, c'était correct de ne pas écrire comme un tel, de faire confiance à sa voix, puis que ça soit bon là aussi. Là. Donc, c'est ça. Oui, que tu peux faire partie de la gang finalement en étant toi. Oui. Tu as parlé de tes ancêtres. Ta famille est toujours dans le Nord? Oui, mes parents sont à Kitigin. C'est même pas un village, c'est entre Kapuskasing et Moonbeam. C'est au bord de l'autoroute 11. Mes parents ont des terres, une ferme. Donc, mes parents sont encore dans ce coin-là. Mon frère habite à Kapuskasing avec sa famille. Ma soeur Karine aussi. Puis j'ai une sœur à Rouyn-Noranda. Donc, qui a Rouen qui ressemble un peu aussi à Sudbury, de certains coups. Donc, toute ta famille est dans le Nord. D'ailleurs, je pense que la page couverture, c'est une photo que tu as prise toi-même. Oui. Puis je pense qu'au loin, évidemment, on pourrait difficilement les distinguer, mais c'est des membres de ta famille, c'est bien ça? Oui, oui. Ben, eux, ils se sont reconnus aussi quand je montre la photo. Mais ce qu'on voit sur la photo, c'est, bon, clairement, c'est l'hiver. Je pense que c'était en décembre 2011. Puis ce qu'on voit ici, c'est la petite maison blanche, c'est la maison de ma grand-mère. Qui est décédée justement l'année de l'apparition de mon recueil. Et juste à côté, il y a la maison de mon oncle, qui est un des frères de mon père, puis avec qui il y avait la ferme. La ferme, on ne la voit pas juste derrière. Et mes parents habitent au bout de ce qu'on dit par chez nous, de la concession du rang. Ils ont une petite maison, un petit bungalow au bout. Là. Puis mes parents, c'est eux qui sont là. On se baladait. Mon père est en fauteuil roulant. On le voit, peut-être on peut voir que c'était un homme en fauteuil roulant. Puis il y a ma mère qui marche derrière. Puis moi, je trouvais que c'était une photo qui, ça a été spontané aussi. Comme la poésie, je trouve que la photo se prête bien, la poésie se prête bien à la photo, et la photo se prête bien à la poésie, dans le sens où il y a des photos que j'ai prises qui m'ont inspiré des textes. Puis il y a des textes aussi que j'ai écrits. À un moment donné, je me suis retrouvée devant un paysage, je me suis dit, ça me fait penser à un texte que j'ai écrit. Là. Je trouve que c'est une image assez poétique. On voit l'horizon aussi. On sent qu'il fait très froid. Il faisait vraiment froid. Oui. Très tôt aussi le matin ou très tard le soir, c'est difficile à dire, surtout dans le Nord, effectivement. Oui, c'est le soir. C'est le soir, oui. Ben, justement, je commence à avoir des questions de nos auditeurs. Et puis, il y a Susan Demers qui demande, est-ce que ton père, par exemple, a une influence dans ton goût pour la littérature et l'écriture? Oui, mon père, c'est c'est un homme qui faisait beaucoup de travail physique, mais c'est une personne qui était... Mon Dieu, je parle de... Il est toujours vivant, je ne sais pas pourquoi je parle de lui. Mon père, c'est encore une personne qui aime les mots, qui aime beaucoup, par exemple, les chansonniers Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Puis même, parfois, on était dans le jardin, puis il chantait, je ne sais pas quelle chanson il chantait, là, parfois ça pouvait être de Félix Leclerc, de Charles Aznavour. Il m'écoutait beaucoup quand j'étais plus jeune, dans le sous-sol, alors qu'il bricolait un peu. Donc, c'est ça. Puis mes parents, c'est des gens qui sont très... Mon père vient de Rivière-du-Loup. Ça sent peut-être un peu dans mon recueil. J'ai comme un attachement très particulier au Bas-Saint-Laurent. Je suis encore de la famille là. Puis j'ai habité aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Donc c'est ça. Mon père a eu une influence sur moi pour
peut-être son amour de la langue. Ma mère aussi, c'est une personne qui aime beaucoup la langue française. Tu sais, faut bien parler français. Faut bien parler français, se faire reconnaître nos droits. Donc, je pense que peut-être le côté militant, ça vient peut-être un peu de ma famille. Et ouais, donc même si c'est des gens qui accordent beaucoup d'importance au travail physique, mais c'est des gens qui adorent la culture aussi, Oui. la culture francophone au sens large, les mots aussi, la musique, la musique québécoise, franco-ontarienne aussi, la chanson québécoise et franco-ontarienne. Donc, c'est ça. Je dirais peut-être qu'ils ont eu, sans s'en rendre compte, peut-être une influence sur mon écriture. Il y a peut-être des petits clins d'œil parfois aussi à ma famille. Ton frère, entre autres, je pense qu'il travaille dans les mines. Oui, mon frère travaille dans une mine à Detour. Si ma mémoire est bonne, c'est près de Cochrane. Et à un moment donné, justement, j'avais eu une discussion avec mon frère au sujet des mines puis tout ça. Puis il disait que c'était vraiment difficile, surtout l'hiver, c'était un travail rude, tout ça. Puis, ouais, c'est juste après, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, moi, je fais peut-être pas vraiment de travail physique. Bon, l'écriture peut être physique, on s'entend. J'étais physiquement épuisée parfois quand j'écrivais des poèmes, ça a l'air drôle à dire, mais donc je me dis, je pourrais peut-être dire que je suis un peu une ouvrière une ouvrière des mots aussi. Ah oui, ça marche. De cette différence-là aussi entre le travail que mon frère fait à longueur de journée et du mien. Donc, je travaille les mots, je travaille en édition aussi. C'est ça. C'est un travail qui peut devenir physique aussi, mais qui est très intellectuel aussi. Une question de Sylvie Bérard qui demande, est-ce que tu dirais que le Nord ou les autres régions qui t'habitent ont contribué à ton langage en plus de contribuer à tes images? Mon langage poétique ou mon accent? Je pense que c'est le langage poétique. Ça va être mon interprétation de la question que j'ai lue. Oui, non, parce que j'allais dire que l'accent est malléable aussi, parce que... poétique, précise-t-elle. Oui. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Poétique? Poétique. Oui. Donc, il disait que si les lieux que j'ai habités ont eu une influence sur mon écriture poétique. Oui. Sur les images, mais aussi sur ton écriture. Oui, peut-être que... Là, il y a un texte ici qui parle d'une rencontre un peu aléatoire que j'ai faite. J'habite Vanier. Au coin de la promenade Vanier, là, en ce moment, c'est un peu moins occupé vu que c'est le confinement. Donc, j'ai l'occasion de marcher souvent sur ces rues-là où il y a beaucoup de mouvements. Donc, le rythme de vie à Ottawa est beaucoup plus rapide que dans le Nord. Je m'en vais à Sudbury, même si quand même ça bouge au niveau culturel puis dans autre chose, je trouve que le rythme de vie est beaucoup plus lent qu'ici. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'au niveau de la rapidité peut-être de certains vers, de certaines sonorités, j'ai l'impression parfois que ça a une influence sur mon écriture, alors que certains textes que j'ai écrits quand je suis allée dans le Nord, c'est plus contemplatif, si on veut. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Moi, je pense que oui, effectivement. Oui. Si tu me vois bouger, c'est juste que j'essaie de ne pas être trop en contre-jour, prisonnier de mes fenêtres et de mes puits de lumière. C'est pas évident. Je n'ai jamais été caméraman dans ma vie. J'ai une question ici que tu vas peut-être trouver intéressante. Elle est, en fait, c'est une question de Sonia Sophie Courdeau qui dit « Allô Véro, c'est le fun de t'entendre parler de ton parcours, tu t'es beaucoup inspiré du Nord, mais dirais-tu que ton rapport au Nord a changé au fil de l'écriture? » Alors là, évidemment, on a parlé de comment c'était effectivement, ça s'était imprégné dans ton écriture, mais là, est-ce qu'il a changé vraiment au fur et à mesure que tu écrivais? Et si oui, de quelle façon, demande Sonia Sophie? Oh, merci Sonia. Parce que Sonia aussi, son premier recueil est largement inspiré du Nord. Mais ouais, je dirais peut-être que quand il y a un sujet qui m'habite, comme par exemple en ce moment, on parle beaucoup de la COVID-19 et tout ça, j'écris là-dessus, puis je ne suis pas en train de dire que ça me permet un peu d'extérioriser ce que je ressens. Donc, quand je m'ennuie, par exemple, de ma famille ou, je ne sais pas, du Nord, comme du Nord forestier, par exemple, de la nature, quand j'écris là-dessus, ça me permet un peu de me rapprocher aussi. Mais, mon Dieu, je suis en train de perdre le fil de m'en rapprocher. Mais, ouais, c'est intéressant comme question. Puis je pense que je pourrais y répondre sur différents angles. Mais, par exemple,
quand je suis arrivée à Sudbury, donc je ne connaissais pas vraiment la poésie de Patrice Desbiens, qui écrit beaucoup encore sur le Nord. Oui. Puis là, quand je suis retournée à Sudbury, j'avais l'impression que, il y a des lieux que je voyais, j'avais l'impression de retrouver certains poèmes de Patrice Desbiens, même le très beau poème du lac Ramsey écrit par Robert Dixon, que j'ai connu à la fin du bac, mais quand je suis retournée ces dernières années, j'avais l'impression de voir la poésie de ces poètes-là un peu partout. Alors que je dirais peut-être que la lecture, peut-être pas moi l'écriture aussi, mais la lecture de ces poètes-là, je trouve que j'arrive à les voir un peu dans les paysages géographiques. Oui. Je dirais peut-être que, ouais, peut-être que ça a changé. Je dirais peut-être que dans le premier recueil, ma vision du Nord était beaucoup plus... C'était très identitaire. Donc, bon, le Nord, c'est... pour moi, bon, c'est ce qui est forestier, aussi rural, aussi, mais aussi de l'urbanité. Mais c'est aussi dans le Nord que j'ai découvert peut-être ma culture, je n'ai pas découvert ma culture, que mon identité s'est formée, s'est forgée, par exemple, à l'Université Laurentienne. Parce que quand j'étais à Kapuskasing, bon, c'est certain, on était francophones et tout ça, mais on tenait ça un peu pour acquis, je trouve. Puis en arrivant à Sudbury, je me suis dit, moi aussi, je suis francophone, moi aussi, je veux me battre pour mes droits. Donc, je dirais que peut-être que le Nord, dans le premier quart, dans mes premiers textes aussi sur le Nord, est très identitaire. Donc, maintenant, quand j'écris là-dessus, c'est surtout des trucs plus contemplatifs aussi, sur la campagne, par exemple, mais je dirais que c'est moins lié à l'identité maintenant. Merci Sonia, ça me fait réfléchir. Oui, une bonne question, belle piste de réflexion. Ouais. J'ai ici une question de Camélie El Wariachi. Qui dit un grand bonjour à Véronique de la France. Elle nous écoute tard, il faut le dire. Alors, bonsoir chez vous. Une petite question. Quelle a été la partie la plus difficile lors de la création littéraire? Ça, c'est une de mes questions préférées. Je la pose quasiment à chaque fois. As-tu déjà eu le syndrome de la page blanche? C'est drôle parce que ça me fait penser à un atelier que j'avais suivi avec, tu connais la slameuse Queen K? Oui. Elle a dit une fois, il fallait que j'écrive sur quelque chose, puis là, j'avais pas d'idée. Elle dit, donc j'ai écrit là-dessus. J'ai écrit sur ce syndrome-là. Puis, donc, il y a un texte ici, quand je parle de... Je me souviens, même, j'habitais à Gatineau, et j'étais dans mon lit, puis là, je lisais, genre, il faudrait bien que j'écrive, ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Non, mais sur quoi je vais écrire? Puis là, j'entendais les voisins qui étaient en train de pelleter la neige, puis là, ça avait de l'air bien difficile, bien... Parler à leurs ancêtres. C'est ça. J'en entendais qui parlaient à leurs enfants, par exemple. Puis, donc là, j'ai entendu ça, puis là, je me disais même que j'étais dure sur moi, j'étais au lit, genre, tu sais, je faisais la grasse matinée, je disais, il faudrait bien que j'écrive là-dessus, là, tu sais, il me semble que j'ai rien écrit dernièrement. Mais ce genre de syndrome-là, ce vide-là, est présent dans un texte. Finalement, j'en ai fait un texte. Donc, je dirais que, oui, ça m'arrive de ne pas avoir d'idée, mais parfois, quand on y pense trop, c'est là où ça sort pas. C'est là où ça sort pas. Puis, à un moment donné, quand j'avais fait la réflexion, quand j'étais au lit, puis je lisais, je me suis dit, OK, c'est plate, j'ai pas écrit là-dessus, mais regarde, c'est pas la fin du monde. Puis là, au moment où ça venait me traverser l'esprit, là, j'entendais les voisins qui faisaient du bruit, je dis, ça va me nourrir des images d'un texte. C'est un petit peu comme le recul, j'imagine, dont on parlait au début de l'entrevue. On me souffle à l'oreille qu'il y a aussi Juliette Martel et Roxane Brut qui sont à l'écoute. OK, je veux dire que Camélia, Juliette et Roxane, c'est des ex-stagiaires qui ont travaillé aux éditions David pendant 8 mois. Donc, je suis très contente qu'elles soient là, malgré le confinement aussi, puis l'heure tardive. Effectivement, on les salue. Merci beaucoup d'être là. Justement, si jamais vous avez d'autres questions, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller en levant la main de façon virtuelle, bien sûr, parce que je ne vous vois pas. Et puis, si tel est le cas, assurez-vous d'avoir un micro qui est allumé parce que là, à ce moment-là, on peut vous donner la parole. Sinon, vous pouvez faire comme on fait jusqu'à présent, c'est que vous écrivez les questions dans la boîte prévue à cet effet. Et puis, je les pose au fur et à mesure. D'ici à ce qu'on ait une autre question, il y en a une encore que je ne t'ai pas posée. Elle est de Didier Leclerc qui l'a posée par Facebook. Oui. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ou quoi vous ne le saviez pas, on est diffusé en même temps sur Facebook Live, donc les gens posent des questions qui me sont ensuite relayées. Et Didier Leclerc demande, préfères-tu les poètes masculins ou féminins? Première question. Et question de suivi, quelle est ta poétesse préférée?
Ah, franco-ontarienne ou... Ah ben écoute, c'est pas précisé. Alors, je vais te laisser répondre comme tu veux. Merci. Merci pour la question. C'est très intéressant. C'est drôle parce que quand j'ai fait ma thèse de maîtrise, les recueils qui m'ont surtout parlé, c'était... Ben, ce qui est intéressant aussi, quand j'étais à la maîtrise, il n'y avait pas vraiment de poésie franco-ontarienne du Nord. Hein. Il y en a quand même d'Ottawa, donc Tina Charlebois, Marguerite Michel-Cook. Mais quand j'étais à la maîtrise, je ne connaissais pas beaucoup de poétesses du Nord, franco-ontariennes. Mon choix s'est arrêté à la poésie de Patrice Desbiens, qui me parlait beaucoup, et Pierre Albert, que je connais aussi en passant. Mais au bac, j'ai découvert, grâce justement à Thierry Bissonnette, qui est Thierry Dimanche, dans un cours de poésie canadienne-française, j'ai découvert l'œuvre d'Anne Hébert, que je connaissais surtout comme romancière. J'avais lu Héloïse à la fin du secondaire, un roman que j'ai adoré. Un peu bizarre, mais c'est un bon bizarre. Mais quand j'étais au bac, c'est ça, dans le cours de Thierry Bissonnette, on avait vu des poètes comme... on avait parlé d'Anne Hébert, de son cousin Saint-Denis Garneau aussi. Oui. Et ça a été un peu un coup de foudre pour moi, pour Anne Hébert. Je dirais que c'est une poétesse, une grande auteure que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'œuvre poétique, qui parle beaucoup de mort, mais aussi de la nature, aussi de la vie, de la souffrance aussi au sens large. Mais je dirais que c'est une... Je dirais pas que c'est ma poète française préférée, mais j'aime beaucoup Anne Hébert. J'aime beaucoup, poète franco-ontarienne, Tina Charlebois, Sonia Sophie Courdeau aussi. Qui d'autre? Donc, je dirais que, parce que la poésie de Sonia aussi me parle, parce que, Sonia, on se connaît depuis plusieurs années, mais il y a aussi des images qu'elle évoque, aussi un style qui est très narratif, aussi qui me parle. Même chose pour Tina Charlebois. Donc, c'est ça. Puis, poète québécoise, j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à... Je fais ça parce que j'ai des recueils de poésie un peu partout chez moi. Une bibliothèque de recueils de poésie. Dans un séminaire à la maîtrise en création littéraire avec Robert Hiergeau, j'ai découvert l'œuvre de Marie Huguet, qui est une poète qui est morte malheureusement très jeune. C'est une poète dont j'adore l'œuvre aussi, qui parle beaucoup encore du rapport à soi avec son corps, mais aussi de la vie, de la mort en général. Donc, c'est très, très, très difficile quand même comme thématique qu'elle aborde, mais je trouve qu'il y a une beauté absolue dans sa poésie. Même, il y a juste un vers que j'ai en tête de Marie Huguet, c'est sur la mort, puis elle écrit de façon toute simple, elle dit « La mort viendra et elle aura tes yeux ». Je trouve ça, c'est dur quand même, on parle de mort, mais c'est beau en peu de mots. Donc, c'est Marie Huguet, Anne Hébert, poète franco-ontarienne Sonia Sophie Courdeau, Tina Charlebois, Marguerite Michel-Cook aussi, que j'ai eu l'occasion de découvrir quand j'étais à la maîtrise, parce qu'elle est publiée au Nordir également. Donc, Là, en confinement, est-ce que tu as le temps de relire tous tes classiques, tous tes préférés? Comment ça se passe le confinement pour toi? Ça se passe quand même, moi, ça me permet un peu de réorganiser mon espace de travail, puis aussi mon espace de création. Puis là, je disais que j'avais une bibliothèque qui a été faite, ma mère va peut-être me corriger, c'est une bibliothèque en bois qui a été faite à mon grand-père. Puis je me suis dit, cette bibliothèque-là, je vais y mettre juste des recueils de poésie. Puis là, il y a 2 semaines, j'ai mis de l'ordre là-dedans, j'ai mis par poète, donc les poètes publiés aux éditions David, j'ai les poètes j'ai des poètes de la peuplade, par exemple, des poètes classiques comme j'ai Rimbaud, j'ai aussi Jules Supervielle également. Donc, je dirais que ça me permet un peu de mettre de l'ordre dans mon désordre. Puis parfois, j'ai l'impression que quand on a du désordre, j'arrive à mieux écrire, mais je dirais que l'ordre dans le désordre, ça fait du bien, là, parfois. Est-ce que c'est une période où tu écris? Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que c'est inspirant? Quand je reste trop longtemps chez moi, non, mais c'est pour ça que j'ai redécouvert le plaisir de la marche. Donc, pendant l'heure du lunch ou très tôt le matin, je marche dans mon quartier, donc je redécouvre mon quartier. Puis des coins que je ne connaissais pas, je me disais, c'est intéressant, puis je prends des notes sur mon téléphone cellulaire aussi. Mais je dirais que c'est ça l'avantage aussi d'avoir un téléphone intelligent. Il y a même une partie, il y a quelques textes qui font partie de mon recueil que j'ai premièrement écrit dans mon téléphone. Pas dans la première version. Seulement
première version, pas la version finale. Donc, l'avantage d'avoir un téléphone intelligent sur soi, c'est que je prends des notes aussi. Puis là, je me dis, j'y reviendrai. Puis par la suite, j'en imprime ici. Je fais aussi beaucoup de... Dans mes soirées, avant d'aller me coucher, je fais des découpages. Je dis, OK, comme des découpages de... C'est pas des découpages de recueil, je dis des textes, là, puis je les mets en ordre. Là, mon dossier n'est pas ici, là, mais j'ai mis de l'ordre aussi dans certains projets d'écriture. Donc, tu n'es pas du genre, par exemple, à devoir tremper une plume doigt dans l'encre et puis écrire sur un vieux parchemin. Toi, tu peux écrire ordinateur, téléphone intelligent, parce que je sais qu'il y a des auteurs qui aiment ça écrire à la main, ils ont besoin de ce contact-là. Ouais. Toi, ce n'est pas nécessaire. Ben, j'ai un dactylo ici, puis justement parce que Patrice Desbiens, je sais qu'il aime écrire certains textes au dactylo avant de l'ordinateur. Donc, j'en ai écrit quelques-uns au dactylo, mais peut-être pendant le confinement, je vais en écrire davantage. Mais je dirais que c'est plutôt, en général, c'est sur mon téléphone. Parfois, comme j'ai une idée, je me dis, OK, je l'écris dans mon agenda, par exemple. Mais en général, c'est plutôt téléphone intelligent. Même parfois, comme des statuts sur... C'est drôle comment les réseaux sociaux, justement, peuvent alimenter aussi des textes de création. Comme juste un statut, genre, je vais te dire comment je me sens, puis finalement, ça finit par être un début de texte ou quelque chose dont je vais me servir plus tard. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que de mémoire, tu es la première qui m'a dit j'écris sur téléphone intelligent. Mais c'est bon, on verra s'il y en a d'autres. Mais écoute, si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Il y a Dialim qui demande est-ce que tu avais envoyé ton manuscrit à différentes maisons d'édition ou juste à prise de parole? Et est-ce que le travail sur ce recueil t'a pris plusieurs longues années avec plusieurs pauses? Merci. Allô, Dia. Merci pour la question. Au départ, je me disais, étant donné que je suis dans le milieu de la culture puis des arts en Ontario français, puis que je travaille en édition, je me suis dit, peut-être que je devrais publier dans une maison d'édition québécoise pour, je veux dire un peu, je ne dis pas partir à neuf, mais dire, parce que j'étais relativement, on me connaît quand même dans le milieu aussi, puis je voulais un peu, peut-être, je me disais, peut-être que je pourrais faire davantage mes preuves, mais dans le contenu du recueil, je me dis, c'est quand même assez largement inspiré par l'Ontario français, le nord de l'Ontario. Donc, je me suis dit, j'ai pensé à prise de parole parce que, entre autres, ils ont de la poésie largement inspirée du Nord, des romans aussi. Étant donné que je travaille aux éditions David depuis au moins 6 ans, j'aime beaucoup la poésie qu'on publie évidemment aux éditions David, mais je ne voyais pas tout à fait comment ma poésie pouvait s'insérer dans la collection aux éditions David. Puis étant donné que je travaille en communication, je me voyais mal faire la promotion de mon... ça se fait quand même. Il y a des gens, Robert Dixon l'a déjà fait, il y a des José Claire, par exemple, l'a déjà fait. Mais moi, je me voyais mal faire la promotion de mon propre recueil. Donc, c'est tout ça un peu... Je me suis dit que je vais proposer la prise de parole. Puis je connaissais quand même, ayant fait un stage aussi à prise de parole avant que je fasse ma maîtrise, je connaissais très bien Denise aussi. Donc, j'avais déjà... Denise Truax, des éditions prise de parole. Oui. Donc, c'est ça. Mais je dirais que, puis pour le travail du recueil, je pense que ça s'est fait en différentes étapes. Quand même, au départ, les premiers lecteurs que j'ai eus, c'était surtout Lucie Hott, Michel Dallaire à quelques reprises. Mais Lucie a fait une première lecture, puis elle m'a fait des commentaires, surtout au niveau de l'organisation de mon recueil. Elle me disait, tu sais, ce texte-là, il est bon ou j'ai pas l'impression qu'il s'insère vraiment dans la continuité de tes textes. Puis par la suite, c'est là où j'ai soumis mon projet à prise de parole et on m'a dit que le projet les intéressait, mais qu'on proposait de faire du travail avec Joanne Melançon, qui Joanne aussi que je connaissais, c'était elle a enseigné quelques cours de littérature franco-ontarienne à l'Université Laurentienne, donc je la connaissais déjà. Donc, je me suis dit, oui, je vais travailler avec Joanne. Donc, on a travaillé ensemble. Puis, c'est là que j'envoyais des textes, des nouveaux textes parfois, ou parfois c'était des textes que j'avais écrits. Elle me disait, je ne suis pas certaine de cette image-là, ou pourquoi cette ponctuation-là? Ça me faisait plutôt comme réfléchir là-dessus. Ah oui. Même au départ, je me disais, c'est parce que ça me tentait de mettre une virgule là. Mais là, après, ça m'a comme plus forcé à réfléchir. Je suis OK, mais pourquoi j'ai voulu mettre une ponctuation là? Pourquoi une virgule? Puis là, par la suite, j'ai fait du travail aussi avec Chloé. Puis Chloé, c'était surtout au niveau des images aussi. Donc, je dirais que c'est un recueil qui, évidemment, a été écrit par moi, mais je pense que c'est un recueil à travers lequel différentes personnes aussi vont se reconnaître. Là.
Tu as parlé de Lucie Hott, justement, qui a une question. On va voir comment la technologie fonctionne. On me souffle à l'oreille que Lucie peut poser sa question de vive voix. Alors, allez-y, Lucie. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Moi, je vous entends, en tout cas. D'accord. Donc, bonjour, Véro. Tu es une personne très réservée et un peu timide, je dirais. Comment est-ce que tu as réussi à gérer cette timidité, cette réserve pour laisser aller ton manuscrit vers l'autre et permettre aux autres de te lire? Ah, c'est pas de question. Merci. Est-ce que je peux répondre? Oui. OK. Merci, Lucie, c'est une bonne question. Je dirais que l'art et la création, c'est pour moi du partage. Donc, c'est un peu quand j'ai développé une amitié avec Michel Dallaire, ça a commencé par des partages de textes. Il me disait, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis lui, il faisait la même chose. Donc, je pense que quand j'ai demandé à des gens de relire mon projet, ça me stressait, là aussi. Je me disais, je me mets un peu à nu. Mais pour moi, c'était un peu libérateur dans le sens où je me disais, il y a quelqu'un qui va pouvoir y apporter un regard externe, me dire si ça marche ou si ça marche pas. Donc je pense que j'avoue que j'étais peut-être, ça me paraissait peut-être pas, j'étais un peu angoissée. Je me disais, est-ce qu'on va me dire, c'est mauvais, retravaille tout. Puis même quand quelque chose est bon, même les plus grands écrivains se réécrivent, se relisent, se réécrivent, se relisent. Je pense que je me disais, pourquoi pas le faire relire par d'autres personnes, parce que j'étais intéressée aussi à avoir l'expertise des autres. Une expertise aussi que je n'ai peut-être pas encore tout à fait, mais que je pense que je me sens beaucoup plus confiante à l'idée d'écrire certains textes qu'il y a 10 ans. Là. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, Véronique. J'aimerais peut-être ajouter une chose. Est-ce que le fait que tu avais fait une maîtrise, on a travaillé de très près ensemble, donc tu as beaucoup travaillé, on a discuté ton texte. Est-ce que ça t'a préparé en quelque sorte à aussi laisser aller tes poèmes? Parce que ça faisait longtemps que tu écrivais, mais tu les gardais pour toi. Oui, OK. Oui, merci, Lucie. Oui, Lucie a été, parce que tout à l'heure, je disais que Robert Hiergeau avait été au départ mon directeur de thèse, puis malheureusement, Robert est décédé, puis Lucie, pendant les mois qui ont suivi, a pris la relève. Puis Lucie, je me souviens, je lui envoyais parfois des textes que j'écrivais, je me disais, peut-être que ça pourrait l'intéresser, vu que, elle enseigne la littérature franco-ontarienne, tout ça. Puis, je pense que j'avais établi quand même un lien de confiance avec Lucie, donc je lui envoyais des textes. Mais je dirais que peut-être, la maîtrise m'a peut-être aidé aussi à prendre du recul sur mes textes. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, tout à l'heure, je disais que je suis allée à l'Université d'Ottawa parce que je voulais faire ma thèse en création littéraire. Puis là, au fur et à mesure que j'ai suivi des séminaires, puis j'ai lu, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que peut-être que ça devenait un peu une obsession. Je dois écrire chaque jour, puis tout ça. Puis je trouvais que plus j'y pensais, moins ma poésie était naturelle ou... On ne se cache pas, il y a des textes qu'on écrit, puis après, on va retravailler, c'est certain, mais il faut qu'il y ait quand même un peu de spontanéité aussi dans les textes. Donc, je trouvais peut-être que le fait d'avoir changé en recherche, ça m'a permis un peu de mettre, pas l'écriture de côté, mais puis encore, l'écriture, c'est encore une obsession pour moi, mais je pense, c'est une autre sorte d'obsession. Je me disais, il faut que j'accouche d'un texte tel jour, à tout prix. Puis quand j'ai changé en recherche, je trouvais que je me mettais beaucoup moins de pression. Parce que dès que je me mets beaucoup de pression, ça peut être bon, mais je peux sortir des textes quand même sous pression, mais dès que j'ai trop de pression, c'est là la création ne vient pas. Là, donc, j'ai la difficulté à lâcher prise. Là. Donc, dans le fond, ce que je comprends, Véronique, tu as besoin du recul puis pas de pression, finalement. C'est ça? C'est drôle parce que pendant le Salon du livre de l'Outaouais, je me suis prêtée à l'exercice d'écrire sur le thème de l'urgence, justement. Ah oui. L'urgence médicale. Puis là, j'ai trouvé ça... Puis déjà qu'on m'imposait comme, OK, une date limite, tout ça, OK, ça va être présenté dans le cadre du Salon du livre de l'Outaouais. Donc, j'avais beaucoup de pression. Mais je pense que je suis arrivée à
j'ai réussi à écrire des textes quand même qui respectent la thématique, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus douloureux, écrire sous pression qu'écrire, genre, tout à l'heure, je marchais, puis là, je sais pas, j'ai croisé un chien ou une personne, puis là, il y a des images qui me sont venues, je les ai notées. Donc, ouais, puis je dis pas que je n'arrive pas à écrire sous pression, mais je trouve que quand j'ai trop de pression, j'ai la difficulté à lâcher prise, puis je me dis, oh non, tu sais, faut que ça soit parfait, il faut que ça soit... mais il n'y a rien qui est parfait, là, mais je dirais aussi que mon côté perfectionniste, avec le temps, je pense que... Puis je pense qu'on veut toujours comme produire ce qui semble le plus parfait, mais peu importe si un texte nous semble excellent ou parfait, ou ben, pas parfait, mais excellent ou très bon, il y a toujours l'éditeur qui va être là. C'est le travail de l'éditeur aussi. Puis... Oui, ça, ce travail-là, tu le connais très bien. Je vais prendre, il y a 2 questions qui ont été posées par la foule que je vais te poser avant de conclure. Véronique Grondin qui nous demande par Facebook, est-ce que tu vois les lieux comme des personnages? Oh. Merci Véronique. Véronique est une très grande lectrice, donc j'apprécie beaucoup cette question aussi. Les lieux comme des personnages, oui, je dirais que c'est un peu... Je disais l'autre fois, quand je suis retournée à Sudbury à quelques reprises, j'avais l'impression de voir de la poésie de Patrice Desbiens, de Robert Dixon. Puis j'ai l'impression parfois que, c'est peut-être mon côté spirituel aussi, qu'il y a des lieux dans la nature qui me parlent aussi. Donc, parfois, ça peut être des animaux, je ne dirais pas le lieu comme tel, mais il y a même justement un texte qui parle des outards qui sont dans le ciel, puis ça fait un V, je fais « Oh, tu sais, il me parle, c'est un message qu'il m'envoie, genre. » Donc, je dirais peut-être que mon côté spirituel fait en sorte que, ouais, les lieux, ce qui les habite aussi, c'est des personnages en soi pour moi. Donc... Bonne question, bonne réponse. Et puis, Louis Haché qui demande, cher Véro, que dirais-tu d'écrire pour le théâtre un jour? On a parlé de romans, évidemment de poésie, mais le théâtre. J'ai pensé à un moment donné parce que j'ai quand même, je suis une personne qui consomme beaucoup de théâtre aussi, je ne suis pas une comédienne, mais j'ai beaucoup d'amis, dont mon meilleur ami qui est comédien. Puis c'est déjà arrivé à quelques reprises, je me dis, je pourrais écrire des petites scénettes, puis je lui demanderais son avis à mon ami. Mais je dirais que mon deuxième projet, mon deuxième recueil de poésie est un petit peu plus... Tout à l'heure, je disais que j'aime déconstruire un peu le fil narratif, si on veut, des romans. Mais en ce moment, je suis en train d'écrire, je travaille sur un deuxième recueil qui est plus narratif que le premier. Donc peut-être, puis même la poésie, je pense ça peut être aussi transposé sur scène. On l'a vu avec L'Homme invisible de Patrice Desbiens. C'est beaucoup plus narratif que premier quart. Mais je te dirais que le deuxième recueil de poésie, il y a plus une histoire comme telle que dans le premier quart. Même s'il y a des histoires qui ressortent de mon recueil, mais je te dirais le deuxième, il y a beaucoup plus un fil narratif. Trouves-tu ça plus difficile à cause de ça? Oui, mais je pense que c'est peut-être parce que c'est inspiré d'une époque, d'une certaine époque, comme des souvenirs d'enfance aussi. On parlait de l'urgence médicale, donc c'est un peu comme une période dans ma vie où j'ai dû aller à l'hôpital quand même plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que c'est comme un peu, c'est comme dans mes souvenirs, puis là, ça devient un peu comme une histoire que je raconte qui s'est passée là, au fil des années. Là. On a hâte de découvrir ce deuxième recueil. Tôt ou tard, t'es-tu donné une date? Non, on ne te met pas de pression, c'est vrai, hein? Je voulais, c'est parce que là, non, on ne met pas de pression. Mais j'avais fait demande pour le programme de, comment ça s'appelle, de AOF, l'accompagnement. Puis j'avais demandé justement à une autrice qui est aussi une amie, Martine Batagnan, de m'accompagner parce que Martine, dans ses textes, elle parle beaucoup de l'enfance aussi, de la transmission intergénérationnelle. Puis là, on s'était dit que peut-être au printemps, ça serait une bonne idée qu'elle le relise, mais là, il y a eu le Salon du livre de l'Outaouais, il y a eu la crise de la COVID-19, donc récemment, je lui ai dit, je pense pas que c'est une bonne idée que je produise de quoi. Puis en ce moment, surtout en période de crise, j'ai un peu du mal à écrire sur des trucs
difficile, là, parler de, je sais pas, de la mort, de la souffrance, tout ça. Même si j'écris là-dessus, ça m'arrive là, parfois à l'occasion, mais me dire, OK, aujourd'hui, je vais travailler sur ces textes-là que j'ai écrits sur la maladie. C'est pas une très bonne période en ce moment, je pense, pour ça. On comprend, mais on te souhaite bonne chance quand même pour l'écriture et qu'elle reprenne aussi vite que possible. Ça veut dire qu'on va être déconfiné. Puis je citais en terminant Marie-Élisabeth Brunet, qui n'avait pas une question, mais qui dit « Bonjour Véronique, je te connaissais pour ton travail chez les Éditions David. Je suis contente de découvrir La Poétesse et merci pour tes chroniques hebdomadaires à Unique FM, chroniques que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Bonne suite. » Alors, je dis la même chose. Bonne suite, bonne continuation, bonne écriture. Et puis, bon confinement qui se poursuit pour toi, pour nous tous d'ailleurs. Oui, merci d'avoir été là, Véronique Sylvain. Merci beaucoup. Merci à la AOF aussi. Oui, merci à la AOF. D'ailleurs, moi, je vais vous tirer ma révérence. Je vais céder la parole à Yves Turbide dans quelques instants, mais avant, je vous remercie d'avoir été là, mesdames et messieurs, pour cette croisée des mots. J'en animerai une dernière mois, c'est-à-dire au mois de mai, mais je vais céder la parole à Yves Turbide qui va vous donner les prochaines dates parce que la beauté de la chose, on n'a peut-être pas la chance de se réunir en personne, mais ça veut dire que toutes ces croisées des mots qui se passent ici à Ottawa, mais qui se passent ailleurs aussi, comme à Hearst, on a la chance d'y participer parce que c'est virtuel aussi. Donc, effectivement, il y avait une croisée des mots. Tu as mentionné Thierry Dimanche. Justement, il y en avait une avec lui il y a quelques jours à peine, que les gens de partout au monde, finalement, pouvaient suivre. Par exemple, pense à tes amis en France. Ça aurait été pas mal difficile de se rendre à la nouvelle scène juste pour ça. Donc, quelque chose malheur est bon. Très content de vous avoir eu avec nous pour cette croisée des mots virtuelle. Je cède la parole à Yves et Véronique. Bonsoir et à la prochaine. Merci beaucoup, Hugues. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Hugues et merci beaucoup Véronique. Discussion très intéressante, Véronique. Ça nous a vraiment fait connaître davantage tes motivations, tes déclencheurs, ce qui t'a permis de coucher sur papier tes émotions. Alors vraiment, merci beaucoup. Belle soirée. Je vais terminer en vous précisant que le 29 avril prochain, à 19h, nous recevrons Michel Leblanc, qui est une auteure jeunesse, d'album jeunesse, qui sera interviewée par Jacques Poirier. Alors, c'est un rendez-vous le 29 avril à 19h, toujours sur les ondes de AAOF, sur les ondes Internet de la AOF. Alors, voilà. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste prendre une petite minute pour vous distribuer un petit sondage, si vous voulez le remplir avant de vous déconnecter, histoire de mieux nous guider là, pour les prochaines rencontres. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Véronique, tu es encore à l'écoute. J'ai pris sur moi d'inviter les stagiaires de France. Alors, il y en a 3 qui se sont jointes à nous ce soir. C'est vraiment chouette. Roxane, Camélia et Juliette. Mais avant de nous quitter, je voudrais quand même prendre le temps de te souhaiter un joyeux anniversaire puisque c'était ta fête dimanche. Et puis, tandis qu'on est tout le monde ensemble, j'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire puisque tu as dû vivre cet anniversaire-là en confinement, j'imagine. Alors, voilà. Écoute, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde, à tous et à toutes. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir lors des croisées des mots. Et puis, on en a d'autres qui vont être au programme au mois de mai. Alors, voilà. En ce qui me concerne, je vais fermer ma caméra et je vais quand même laisser le sondage disponible pour que vous puissiez remplir. Alors voilà, merci infiniment, à bientôt.